On est bien, vous avez de l'eau, Pierre, vous Tout avez va tout ce qu'il bien, vous faut. tout va bien, tout va bien. La salle de lecture. Pierre Lemaître, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce tout premier podcast de la salle de lecture, un podcast en forme d'interview un peu atypique dont je vous donne le principe. Vous avez étalé sur la table devant vous des enveloppes. Jusqu'ici, on est bon ? Absolument. Super. Dans chacune de ces enveloppes se trouve une question relative à l'origine de ce podcast, c'est-à-dire la naissance de votre dernier enfant livre, Le silence et la colère. Une question postpartum, donc, qu'il vous faudra, s'il vous plaît, lire pour nos auditeurs à haute voix avant d'y répondre de même ou pas. D'accord, C'est clair ? tout à fait. Eh bien, on y va. C'est parti. Je vous laisse piocher une première enveloppe. Ah, alors, est-ce que j'ai gagné un Oscar ? Alors, est-ce que même s'ils naissent différents de leurs parents, les livres ne finissent pas toujours par leur ressembler ? J'aurais pas fait la même réponse à cette question il y a 2 ans. Jusqu'à il y a 2 ans, je vous aurais dit, écoutez, non, je crois que les enfants peuvent tout à fait ne pas ressembler à leurs parents. Et puis, entre-temps, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le dictionnaire amoureux du polar ». Et je me suis rendu compte que ce dictionnaire amoureux était peut-être le plus personnel de mes livres, en tout cas, donc l'enfant qui me ressemblait le plus. Et du coup, je me suis réinterrogé sur mes romans et en les passant mentalement en revue, puisque je ne les relis jamais, je me suis rendu compte qu'en fait, sans doute, ils me ressemblaient un peu plus que je ne l'avais pensé, un peu plus que je ne le craignais, parce que je fais partie de ces parents qui n'ont pas très envie que leurs enfants leur ressemblent trop. Et je n'avais pas non plus envie que finalement mes romans soient un reflet de ce que je suis. Mais la question est assez juste. Je crois que les romans finissent par ressembler à ceux qui les ont enfantés. Mais est-ce que c'est pas à travers les différences entre les livres et vous-même qu'on voit le plus de ressemblances ? Je n'ai pas trop l'impression. Je pense que les romans, même lorsque l'auteur se donne du mal pour que l'intrigue soit éloignée de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont vécu, malgré tout, le roman finit forcément par parler de son auteur. Il n'y a pas... Ça n'est pas un miroir exact, c'est un miroir évidemment déformant, mais malgré tout, en filigrane, je ne cesse de voir des choses qui me ressemblent ou qui sont de moi. Je vais prendre un exemple. Je me suis rendu compte que dans le dernier roman, je me suis rendu compte que l'appartement dans lequel habitaient certains de mes personnages était celui dans lequel je suis né et que j'ai quitté à l'âge de 9 ans. Sur le coup, au moment d'écrire le livre, je ne m'en étais pas rendu compte. Alors vous allez me dire que vraiment je suis très peu lucide sur ce que j'écris, mais de temps en temps, ça vous vient tellement facilement sous la plume que vous ne vous posez pas de questions d'origine de l'information, et c'est seulement à la relecture, et parfois même après la publication, que vous vous rendez compte de ce que vous avez véritablement fait. Merci Pierre, je vous laisse prendre une autre enveloppe. Alors, seconde enveloppe, tac, tac, tac... Il y a des naissances plus ou moins difficiles. Certaines laissent même des traces ou des cicatrices qu'on garde toute sa vie. Je suis un papa heureux. Il n'a pas été nécessaire de faire de césarienne. Je n'ai pas de cicatrices. Mais je suis un papa oublieux. Mes livres cessent d'exister à partir du moment où ils ont un petit peu d'ancienneté. Il y a un premier moment à la publication, je sens que le livre s'éloigne de moi. Il y a un autre moment à l'enregistrement du livre lu, où page après page, je dis au revoir au roman qui a réclamé 18 mois de mes efforts. Et puis, avec le temps, il s'efface d'autant plus que je commence le livre suivant et qu'un clou chassant l'autre, ce livre finit par être très éloigné. Puis d'un seul coup, je me rends compte que ces enfants ont 8 ans, 10 ans, 12 ans, que je ne les ai pas vus grandir et que c'est tant mieux parce que je me suis occupé des suivants. J'ai choisi d'avoir une baby-sitter. Ma baby-sitter s'appelle Kalman Levy et elle s'occupe très bien de mes enfants.
Si on lance une recherche ADN en paternité de vos livres, quel sera à votre avis le pourcentage d'ADN le maître et le pourcentage autres auteurs? Alors, autres auteurs, je ne sais pas, mais autres personnes, 99%, peut-être même 100%. Je me suis rendu compte qu'au fond, tout ce qui vient sous ma plume est quelque chose qui vient d'ailleurs. Pas forcément d'un autre auteur, mais qui vient d'ailleurs. Telle phrase me vient d'un livre lu la semaine d'avant. Tel visage est un visage que j'ai croisé il y a 20 ans dans le métro, mais qui, d'une certaine manière, a frappé mon imaginaire. Telle expression me vient d'une chanson d'Eddie Mitchell, ou de Bruce Springsteen. Tel adjectif me vient d'une dispute que j'ai entendue à travers la cloison dans un hôtel. Bref, j'ai l'illusion que si on dépliait chacun de mes livres, on pourrait trouver la provenance de chaque image, de chaque adverbe, de chaque adjectif, de chaque personnage, de chaque visage, de chaque situation. Je crois que rien ne nous appartient réellement. En tant que romancier, j'ai l'impression que je suis condamné à faire du neuf avec du vieux. Donc, pour reprendre la question, si on prenait l'ADN, il y aurait très peu de moi et peut-être rien du tout. Mais dans la question, il y avait quand même cette partie également de se demander si de temps en temps, vous vous dites « Ah bah tiens, ça c'est vraiment quelque chose d'un auteur que vous avez adoré ou un truc qui vous a frappé ou des choses comme ça ». C'est la raison pour laquelle, à la fin de chacun de mes livres, il y a une liste qui est assez baroque, qui va comprendre aussi bien Pierre Perret que Marcel Proust, aussi bien Georges Brassens que mon voisin de palier, parce que chaque fois que je repère la provenance de quelque chose, bien je note. Et à la fin, je compile tout ça et je mets la liste par ordre alphabétique de tous les gens à qui je dois quelque chose. Et cette liste a quelque chose d'un peu surréaliste parce que s'y côtoient des gens, des personnes de tout niveau, de tout registre, parce que je crois que la mémoire est ainsi faite qu'elle ne sélectionne pas. Et quand elle vous propose quelque chose, elle ne choisit pas l'origine de ce qu'elle vous propose. C'est peut-être également des musiques? Alors rarement, parce que je n'aime pas la musique. Donc rarement, mais ça peut être les chansons. Oui. Par exemple, dans un de mes livres, je pense que c'était dans Couleur de l'incendie, à un moment, j'ai besoin d'expliquer que mon personnage a un strabisme divergent. Et la première image qui me vient, c'est de me dire, il avait un œil à Elbeuf et l'autre à Colmar. Et je me suis dit, mais d'où est-ce que j'ai cherché? Ah, c'était dans une chanson de Pierre Perret. Donc j'ai noté Pierre Perret dans les remerciements. De la même façon, dans Miroir de nos peines, j'ai un curé, un faux curé, un usurpateur qui doit à un moment dire une messe alors que lui-même, puisqu'il est un usurpateur, n'a jamais mis les pieds dans une église et ne sait pas comment un curé s'y prendrait. Donc je l'imagine en train de s'avancer vers ses ouailles. Il est devant l'autel, les ouailles sont réunies devant lui. Il lève les bras comme ça en V et la première idée qui me vient, c'est mes chers frères et mes très chères sœurs. Et je me dis, mais d'où j'ai cherché ça? Et j'ai trouvé, c'était dans cette immortelle chanson d'Eddie Mitchell, pas de boogie-woogie avant de faire la prière du soir. Et je me suis dit, au fond, sur le coup, non, tu ne peux pas quand même faire ça, tu es prix Goncourt, tu es un auteur réputé sérieux. Et puis, en fait, la mémoire est ainsi faite que d'abord, je trouvais que cette phrase était la phrase juste dans la situation, et que au fond, un clin d'œil à Eddie Mitchell, dont j'ai toujours beaucoup aimé les chansons, valait très largement un clin d'œil à Marcel Proust, que je relis toujours religieusement. Une question pré-postpartum. Pour ou contre l'avortement en matière de livres? Et si oui, à quel chapitre? Alors, inutile de dire ici que je suis un fervent défenseur de l'interruption volontaire de grossesse, mais je le précise parce que ici, quand on va parler d'avortement, on parlera d'avortement du livre. Je suis pour l'avortement littéraire. Je pense que quand c'est mal barré, c'est mal barré. Pour ma part, ça m'est pas arrivé très souvent. Alors, je crois que ça tient au fait que je suis un homme à très long préliminaire, si je puis me permettre cette expression. Je travaille tellement en amont de l'écriture que quand même, il est assez rare que je me lance dans l'aventure
sans que le plan, les personnages, tout ça soit assez bien défini, l'intrigue, les enjeux, au point que si l'idée était mauvaise, il me semble qu'elle me serait venue au cours de la préparation. Donc, quand je commence à écrire, généralement, je ne suis pas sûr de mon coup, mais je pense quand même que j'ai raison de le faire. En revanche, il est arrivé à 2 reprises que je ne termine pas un roman. Je suis un homme assez facilement envahi par le doute. Et donc, lorsque le doute m'étreint, je donne à Pascaline l'objet du doute et je lui demande son avis. Et à 2 reprises, elle m'a dit, écoute, je pense que c'est pas le roman que tu dois faire, ou c'est pas une belle chose, quoi. C'est pas bien. Alors on s'en est expliqué. Généralement, je suis furieux et je refuse ce verdict avec véhémence, mais je finis toujours quand même par l'accepter parce que je ne suis pas suffisamment sûr de moi pour résister aux arguments d'autrui, surtout quand autrui est quelqu'un que j'aime et en qui j'ai confiance, et parce que je finis toujours quand même par être convaincu de la validité des éléments. Donc, pour ou contre l'avortement, oui, à très faible dose, mais quand c'est nécessaire, faisons-le. Là, c'est l'interruption volontaire de grossesse, avec ou non l'assistance de Pascaline, mais ça arrive qu'il y ait plutôt une forme de fausse couche, c'est-à-dire une interruption qui vous est complètement extérieure, que les choses doivent s'arrêter pour d'autres raisons? Non, en tout cas, ça m'est jamais arrivé, hein, je touche du bois. Mais en revanche, j'ai des grossesses compliquées, très nauséeuses, très fatigantes. J'ai toujours mal aux reins, c'est très lourd à porter. Je suis assez malade pendant mes grossesses. Je n'ai pas l'impression que les enfants s'en ressentent, mais ce sont des grossesses difficiles, douloureuses, accidentées. Rien ne se passe vraiment si bien que ça, mais je fais en sorte ensuite que les enfants n'en souffrent pas. Mais disons que la grossesse n'est pas le moment préféré de l'éducation de mes enfants. Enfin, toutes les femmes se reconnaîtront, je crois, enfin toutes les mères se reconnaîtront dans ce que je vais dire, c'est ce qui est coûteux nous laisse toujours quand même pas mal de souvenirs, quoi, hein. Donc ce sont des grossesses heureuses, mais accidentées. Parce que quand une femme est enceinte, souvent au sein de son foyer, enfin on peut en tout cas le souhaiter, elle est choyée, on l'entoure, il y a vraiment... Le regard vers elle est différent, on s'arrange pour qu'elle soit dans le confort, pour qu'elle puisse effectivement avoir des réponses à ses envies. Est-ce que dans votre environnement, c'est aussi comme ça que ça se passe pour vous? Oui, alors je suis une mère abusive, en ce sens que je surjoue dans mon entourage la banalité. Non, laissez, ne vous occupez pas de moi. Enfin, ça, c'est un registre dans lequel je suis très, très fort. Et donc, je prends vraiment en otage mon entourage en surjouant le fait de ne vous occupez pas de moi. En vérité, je pense quand même que ça les emmerde pas mal. Par bonheur, ils sont assez francs pour me le dire, auquel cas je retourne m'allonger. Mais mon entourage... c'est fait à l'idée que je suis tout le temps enceinte. Je suis tout le temps enceinte parce que, en fait, à la fin d'un livre, j'ai déjà commencé le suivant, ce qui fait que je suis toujours grosse. Donc, au bout d'un moment, ils ont admis que d'être enceinte était mon état normal. Et donc, comme c'est un état normal, il n'y a pas de raison d'y faire plus attention qu'à un état exceptionnel. Eh bien, Pierre Lemaître, merci. Nous allons conclure ici ce premier épisode en invitant nos auditeurs à écouter la suite, bien sûr, mais surtout à découvrir Le silence et la colère aux éditions Kallmann-Lévy. C'était Pierre Lemaître dans la salle de lecture. À bientôt. La salle de lecture.